Bienvenue dans ce nouvel épisode du Duc de Savoie. Chaque semaine, plus de 5000 fidèles nous écoutent et des dizaines de nouveaux auditeurs nous rejoignent à chaque épisode. Merci à vous. Le Duc de Savoie, qui s'exprimera dans quelques instants, est un personnage fictif et chevaleresque. Ses propos, parfois caricaturaux, crus ou outranciers, peuvent surprendre ou même choquer les plus sensibles. C'est le concept même de la satire. Le but de ce podcast reste uniquement de divertir la plèbe de Savoie ou d'ailleurs. Si nos auditeurs apprécient ce ton cynique et excessif, c'est aussi parce qu'il est toujours accompagné d'une réflexion sincère et d'une envie constructive de répondre aux questions envoyées chaque semaine par email par les sujets du duché. Le duc, qui est un homme bon et juste, condamne toute forme de haine ou de discrimination, sous quelque forme que ce soit. Place maintenant à la sainte parole hebdomadaire. Le duc t'aime et veille sur toi. Bienvenue sur The Duke Connection. Je m'appelle Hugo Ferrari, duc de Savoie, autoproclamé depuis 2019, pratiquant d'ultra trail depuis 2014, speaker sur des événements sportifs depuis 2017, premier podcasteur course à pied depuis février 2018, organisateur d'un trail rassemblant 1800 participants depuis 2019 et enfin rédacteur web depuis 2020 sur le site duc-army.fr où vous retrouvez toutes, je dis bien toutes, les informations gravitant autour du trail. Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce podcast numéro 387 où nous allons répondre à la question de notre patriote Paul Bouvéry, notre Master 7, toujours, Paul, récente championne de France, et oui, et pas vous, de trail, du côté de Bédouin. C'était au championnat de France de cette année 2026. Et donc, Paul, qui participe quasiment chaque année, je crois, au championnat de France, me questionnait sur l'organisation de ces championnats, avec des choses intéressantes, puisque c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on peut penser que c'est vraiment le must absolu. Et en fait, pas forcément. Donc on va voir tout ça un petit peu, la complexité de l'organisation des championnats de France en trail, qui va être un préambule pour ouvrir une porte et peut-être développer sur mon site internet de manière privée, parce qu'en France, dès qu'on parle d'argent, les gens ont tous peur, donc c'est très amusant parce que tous les jours vous allez au travail, vous obéissez à un patron dans l'espoir qu'il vous paye à la fin du mois pour que vous puissiez payer toutes vos charges, votre logement, votre nourriture, etc. Donc vous manipulez sans arrêt de l'argent, vous essayez toujours d'en gagner de plus en plus, parce que quand vous êtes salarié, vous demandez des augmentations à vos supérieurs, mais on n'aime pas en parler. On manipule ça toute la journée, mais quand il faut me parler, non, je fais pas ça pour ça. Ferme ta gueule. Je vais commencer d'ailleurs ce podcast par mettre un tir aux randonneurs. Et oui, je pense qu'il faut alimenter cette haine randonneur-trailer. Je pense que c'est très important qu'on aille au clash. Non, je rigole, c'est de l'humour bien sûr. Mais il y a pas mal de trails qui sont embêtés en ce moment pour être organisés, parce que les escrolos, donc les escrolos sont une version améliorée des écolos, c'est des écolos mais qui cassent les couilles en permanence, et surtout pour rien, avec des arguments débiles. Et souvent, l'argument avancé, c'est oh là là, la course de trail va abîmer les sentiers. Donc ce sont des gens qui pensent qu'avec des chaussures, vous allez abîmer la terre sur laquelle vous marchez. Je vous laisse un petit peu réfléchir à cette phrase. Vous marchez sur de la terre, vous abîmez la terre. Ok, qu'est-ce qui se passe quand on construit un immeuble ? Ah non, mais Hugo, c'est pas pareil, tu comprends pas, l'immeuble, c'est... déjà, c'est nécessaire, parce que, en fait, avant, les gens dormaient dehors, du coup, on fait un immeuble et ils dorment dedans. Oui, bien sûr, vas-y, continue comme ça. D'accord. Mais il est construit sur un champ ? Oui, mais tu sais, c'est un champ sans insectes, en fait. C'est des champs sans insectes qu'on a déterminés avec des études scientifiques. Voilà, c'est un champ où, en fait, il y avait vraiment pas du tout d'insectes. Zéro, aucun. Et du coup, on a pu le bétonner et utiliser énormément d'énergie fossile pour produire un immeuble. Mais
c'était absolument, vraiment, absolument, totalement nécessaire. On était obligé de faire ça. Et comme on est des énormes fils de pute, c'est vrai qu'on a fait un immeuble de 12 étages qui nique absolument tout le paysage autour. Mais on était obligé, tu comprends, c'était obligatoire. En plus, quand j'ai signé le compromis, j'ai eu un pot de vin, du coup, je me suis rincé. Putain, je me suis gavé comme un porc. Mais c'est pour ça que c'était obligatoire. Et oui. Mais courir dans la forêt, c'est mal. Voilà, courir dans la forêt, c'est mal. En randonnée, c'est bien. Est-ce que vous comprenez ça? Courir dans la forêt, pas bien. Randonner dans la forêt, bien, très bien. Courir, pas bien, méchant. Coureur est méchant. Et donc, j'étais en train de faire une sortie plus ou moins longue mardi, donc hier, le 19 mai, et je me suis rendu à la Croix du Nivolet, qui est un grand spot autour de Chambéry. C'est une croix non laïque d'ailleurs, d'environ 30 mètres de haut. C'est marrant, personne nous a encore demandé de l'enlever celle-là. 30 mètres de haut, hein, en métal. Alors avant, il y avait 2 projecteurs qui l'éclairaient la nuit, donc c'était une masterclass. Bon, maintenant, bien sûr, on n'allume plus les projecteurs, parce que, en gros, on est dans la décroissance. Mais il y a des parkings qui sont pas très loin de la croix, en fait, du côté de la Fécla. Et en gros, une fois que vous êtes garé, vous avez, je crois, 4 km à marcher avec un petit peu de dénivelé. Il doit y avoir 100 ou 200 mètres de dénivelé. Mais c'est une rando qui se fait bien, c'est une rando qui est très accessible, très facile. Donc on y va en famille, on y va en groupe, etc. Donc pour aller randonner, le randonneur, donc, le soi-disant amoureux de la nature, là, qui est vachement plus vertueux qu'un trailer. Donc ce randonneur démarre son véhicule diesel à Chambéry, là, comme ça, il met les clés dans... Alors, s'il est un peu riche, il a un véhicule électrique, mais bon, néanmoins, le truc a pas poussé sur un arbre, il a quand même fait le construire. Hop, il monte à la Fécla, là. Il se branle un petit peu, parce qu'il se dit, oh putain, moi je suis vraiment une belle personne, je vais faire de la randonnée dans la forêt. Il continue à monter, le gasoil, 2,20€, mais il s'en branle, il est riche. Et il arrive et il se gare. Et là, il s'énerve. Parce qu'il y a d'autres gens garés. Ça, le randonneur, il tolère pas du tout. Ça l'énerve. Voir des autres gens garés, ça le gonfle. C'est des gens qui randonnent, mais pas comme lui. Il randonne mal, alors que lui, il randonne bien. Donc il râle, il fait « Ouais, regarde-moi tout ce monde et tout. Hein. » Ouais, mais en fait, t'es en train de faire la même chose que tu critiques. Et ensuite, le randonneur part dans le chemin une fois qu'il a fait 30 minutes avec son véhicule diesel en montagne. Et qu'il a donc fait du bruit à peu près partout, et que les émissions de CO2 ont pollué tout autour de la route avec un rayon... bref, on va pas développer ça. Donc il est garé, il s'est énervé parce qu'il y avait d'autres gens garés, et là il voit un mec qui court, donc là il s'énerve une deuxième fois, il fait « Ah ouais, mais lui, tu vois, il profite pas de la nature, il regarde pas le paysage, Tu vois, moi je suis gros... j'ai du bide, je marche à 2 à l'heure parce que ma VO2 max elle est à 35, mais au moins je profite du paysage, tu vois. Toute la semaine je suis une grosse merde assis sur mon canapé, je me rends à mon travail, j'ai du mal à me réveiller parce que mon hygiène de vie est détestable, mais je profite de la montagne, tu vois. Je suis pas comme ce connard, à l'hygiène de vie impeccable et qui kiffe sa vie chaque minute de la semaine. Non, moi je randonne, je profite du paysage, tu vois, je m'arrête, je contemple. Bon, en fait, c'est parce que je suis essoufflé et que je suis vraiment nul, mais je contemple un petit peu, quand même, entre deux... tu sais, quand l'éléphant reprend son souffle. Tu sais, toi, tu cours, t'es bouche fermée, l'autre, il est là. Mais il profite du paysage, ouais. Il te juge. T'es jugé par un gros, putain. Le mec, il a peut-être jamais fait de sport de sa vie, il a acheté des chaussures de randonnée chez Decathlon, et il te juge, putain, il te juge. Il dit, ouais, il regarde pas le paysage, mais ta gueule. Ferme-la, putain. 30 heures de sport par semaine, je le regarde, le paysage. Et j'en viens au méga problème, parce que là, c'était de la moquerie gratuite, je le reconnais, c'est pas bien, et de temps en temps, il faut se faire plaisir. Et puis de toute façon vous allez rien faire parce que vous faites pas de podcast. Moi j'en suis à plus de 1000 épisodes. Et oui, faut rappeler un peu le palmarès. C'est comme quand il y a eu... Bon, je vais pas encore parler de ça. Et en fait,
je me suis fait cette réflexion, parce que pour aller à la Croix du Nivolet, donc je pars de chez moi, je traverse un peu les champs, les routes, etc. J'arrive au pied d'un kilomètre vertical, je monte. Donc là, c'est un petit sentier. Comme c'est dur, il n'y a pas trop de randonneurs, parce que ça monte, donc tu sais, ils sont fatigués, ils font pas trop ça. Donc le sentier est plutôt propre. Et quand on arrive en haut, c'est marrant, hein, pile poil quand on a passé le parking, juste après, coïncidence, le chemin est hyper large. Mais moi, ça fait 15 ans que je prends ce chemin, même plus. Attendez, 34 ans? Ouais, ça fait plus de 20 ans que j'y passe. Parce qu'à l'époque, on pouvait passer en VTT. Et le chemin était beaucoup moins élargi. Pourquoi il s'est élargi? Parce que les gens randonnent en groupe, avec les enfants, avec le chien, avec la tante, le cousin, machin, des groupes de 10 et tout. C'est bien, c'est très bien. Mais ils marchent n'importe où. Il y a une flaque de boue, ils vont l'éviter en contournant par la forêt. Un groupe croise un autre groupe, ils vont s'éviter en marchant dans la forêt et plus sur le sentier, etc., etc. Allez-y un jour où il fait beau. Là, on est au mois de mai, il commence à refaire beau. C'est blindé, il y a du monde partout. C'est la surfréquentation des randonneurs qui abîme le sentier entre le parking du Chalet du Cire et la Croix du Nivolet. Tout ce qu'on vous raconte, le reste qu'on vous raconte, c'est du bullshit. Ce sont eux qui élargissent le sentier, qui l'abîment, qui font ressortir les cailloux et les racines. Moi, ça ne me pose aucun problème. J'en ai rien à foutre. Mais vous avez des gens qui viennent ensuite nous emmerder en tant que coureurs. Parce que soi-disant, on abîme la forêt. On n'abîme rien du tout. Ferme-la. Et si t'étais en face de moi, tu prendrais une grosse gifle dans ta gueule, et c'est pour ça que t'es jamais en face de moi, et que quand tu me parles, t'as toujours un pseudo. Parce que t'es un faible, t'es un lâche, et tu te caches en permanence. Par contre, justement, quand t'es bien caché, t'essayes de tirer les ficelles pour casser les couilles aux vrais gens, et c'est pour ça que les organisations de trail ont de plus en plus affaire à des imbéciles comme ça. Allez voir le blog du trail du Haut-Acam, qui a récemment vécu un débalisage massif sur leur sentier, pas pour leur trail, mais pour leur parcours de trail à l'année. Parce que vous avez des zozos qui ont décidé que non, c'est pas bien, il faut pas courir dans la forêt. Et allez bien vous faire enculer. Et quand je vous choperai, ça va très très mal se passer, parce qu'en général, vous êtes tout maigre, vous avez aucune expérience des situations violentes, et vous n'avez strictement rien vécu dans votre vie. D'ailleurs, c'est pour ça que vous mangez du soja, et je vais m'arrêter là, mais votre taux de testostérone est horriblement faible, et vous essayez de venir nous donner des leçons à nous. C'est-à-dire que vous avez une biche qui se promène au milieu des T-Rex. Donc forcément, elle se cache. Mais le jour où les T-Rex tombent dessus, quelle va être la durée de vie de la biche? Ça va être très peu élevé. Voilà, les intégristes, là. Donc ouais, les randonneurs, vous avez pris un tir de 15 minutes. Non, 12, c'était gratuit. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes des pollueurs. Qu'est-ce que j'avais d'autre sinon? Écoutez, sur une note beaucoup plus douce, je serai ce week-end l'animateur du Techni Trail de Thirange dans la Haute-Loire. Alors la Haute-Loire, justement pour remettre un tir aux escrolos, souvent les escrolos sont des gens qui habitent en ville, parce qu'en fait ils sont écolos uniquement sur les réseaux sociaux, puis dans la vraie vie, ils profitent de tout ce que l'industrie pétrolière a pu produire, et les écolos des réseaux sociaux sont des gens qui ne veulent pas vivre à la campagne, ne savent pas faire pousser une tomate, etc., etc., ne savent pas couper du bois, ne savent pas allumer du bois, voilà, c'est des gens... Si tu leur appliques leurs principes écolos, ils meurent en une semaine. Ils ne chassent pas, donc ils peuvent pas se nourrir, etc., etc. C'est des gens qui veulent vivre dans un monde écolo sans l'avoir expérimenté, en fait. Bon, là, vous avez pris un deuxième tir, mais ce que je dis est vrai. Vous allez dans la Haute-Loire, il y a personne. Pourtant, si vous êtes sensible à la nature, c'est là que vous devriez vivre. Lozère, Haute-Loire, Creuse. Si vous vivez en ville, vous n'êtes pas écolo, vous êtes juste un bandeur de l'énergie pétrolière. Des énergies fossiles, pardon. Je bois un petit peu parce que je vous ai mis tellement de punchline en 13 minutes que de toute façon, vous êtes en train d'appeler le 15.
Donc ouais, je serai à Tirange. À noter d'ailleurs qu'il y a encore quelques places sur le 82 km. Les autres courses sont complètes, alors il n'y a pas beaucoup de dossards à Tirange, je crois qu'on est 600 personnes sur l'événement. Mais voilà, c'est quand même complet. Et allez vous rendre sur mon site duc-army.fr, il y a une partie gratuite où il y a mon calendrier, je sais que la partie payante, vous avez énormément de mal à vous y rendre, parce que vous payez tellement de taxes en France que vous avez plus d'argent pour vos loisirs. Pardon. Et sur mon calendrier, vous voyez toutes les manifestations sur lesquelles je me déplace pour vous amener un petit peu de renard, un petit peu de... Voilà, tout ce que je vends sur mon site internet, les vêtements du Army, fabriqués en France, puisque ça aussi c'est un truc, les écolos portent systématiquement du Made in China, mais vous pouvez aussi faire le choix de porter des vêtements fabriqués en France. Voilà, moi j'en propose par exemple. Tout le monde se rue pas dessus, étonnamment. Voilà, ça il faut le savoir. Au niveau du sport, écoutez, je suis en pleine préparation du 90 km du Mont Blanc, malgré un emploi du temps un petit peu chargé au niveau du travail. Le mois de mai est toujours très conséquent chez moi. Mais ça se profile bien. D'ailleurs, ce vendredi, je vais publier sur mon site duc-army.fr. Voilà, c'est la partie payante, excusez-moi. Il faut bien que je gagne un petit peu d'argent de temps en temps. Je vais pas passer des journées à écrire des articles de manière bénévole. J'en fais déjà assez du bénévolat, j'en fais plus que vous d'ailleurs qui m'écoutez, donc voilà, vous pouvez avoir honte, puisque j'organise de manière bénévole un trail qui rassemble quand même 1800 personnes, ça fait beaucoup de bénévolat, et je reverse 3% de mon chiffre d'affaires à une autre association, Volcanimo, et l'an dernier j'ai fait, je crois, 1500 € de dons à des associations encore annexes, diverses et variées, voilà, donc niveau bénévolat... J'ai pas... Voilà, on pourrait mettre un tir aux écolos en leur demandant s'ils font un peu de bénévolat, mais... ce serait un 3e tir gratuit, ce serait excessif, donc on va pas le faire. Moi je fais du bénévolat, je contrôle les lumens des lampes frontales dans la montée du col du bonhomme à l'UTMB, c'est hyper important, et grâce à moi on a réduit les émissions de CO2 de... Ah non, en fait on n'a rien réduit du tout, parce que l'Inde a décidé de construire 40 aéroports l'année prochaine, mais quand même, j'ai passé du temps à contrôler les frontales. J'ai sauvé 3 espèces d'oiseaux qui finalement sont quand même mortes du fait de la montée des températures liées au changement climatique global du monde, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, la prépa du 98 Mont Blanc se passe bien. Ce vendredi, petit article sur mon site internet pour parler aussi des éditions passées, puisque je l'ai quand même fait 2 fois, pour parler du parcours qui évolue un petit peu chaque année, il y a des petites différences qu'on peut noter, pour parler de la neige, ceux qui veulent faire des recos en ce moment, arrêtez d'être cons, si vous voulez faire une reco en ce moment, c'est vraiment vous connaissez pas la montagne, parce qu'en fait il y a de la neige sur le parcours, voilà, il y en a beaucoup, ça il faut le savoir. Donc ouais, pas mal de tips, puis aussi les objectifs, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que j'ai envie de tirer de cette course. Il y aura d'ailleurs, la semaine d'après, un audio avec l'éminent Stéphane Brognard, pour faire un petit point sur les 6 mois que j'ai passés sans lui adresser la parole, et donc le retour du dialogue, pour cette partie montagne de mon année qui va m'amener à faire certes le 90 du Mont Blanc, mais surtout... vous l'avez deviné, l'UTMB pour la 8e fois. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous partager mon expérience, parce que j'en ai, contrairement à beaucoup qui parlent sur les réseaux sociaux, mais qui oublient de vivre et d'expérimenter des choses dans la vie. Voilà. Et donc sur mon site duc-army.fr, vous avez compris qu'il faut vous abonner pour avoir des informations très qualitative en permanence dessus. Ce lundi d'ailleurs, nous avons interviewé Thibert Debizet du team ASICS, qui est une énorme machine. Tous les médias sont passés à côté et paf, le duc de Savoie a attrapé Thibert Debizet et l'a questionné durant 33 minutes. Et ce travail, je le réalise tous les lundis. Tous les lundis, il y a un audio avec un champion. Ou une championne, bien sûr, pas de sexisme. En plus de la chronique de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Donc c'était une très grosse semaine, la semaine dernière, avec Zegama, avec les courses by UTMB, avec les grosses courses françaises. Je pense au THP, je pense à la VVX. La chronique était très très grosse. Un peu comme les randonneurs. Bon, j'arrête. Mais voilà.
Pensez bien d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont déjà abonnés à mon site, à vous inscrire sur le calendrier, je reçois quelques questions. Ouais, t'as pas mis mon résultat dans la du chronique et tout. Ouais, mais en fait, je peux pas trop le deviner. Alors, il y a quelques patriotes, je les connais, donc c'est vrai que quand je tombe sur leur nom dans un classement, je l'ajoute. Mais sinon, il faut vous inscrire au calendrier. Et vous avez la démarche à suivre en introduction de chaque du chronique. Donc, normalement, si vous avez lu une du chronique, vous avez lu en introduction la méthode pour vous inscrire au calendrier. Donc vous devriez y arriver. Et si vous n'y arrivez pas, le problème vient de vous, parce que, comme vous pouvez le constater, il y a déjà beaucoup de monde qui est inscrit au calendrier. Donc ne me dites pas, ouais, il y a ça qui... Non, les autres y sont arrivés, si tu n'y arrives pas, le problème c'est toi. Je suis d'accord, c'est pas hyper intuitif, je suis d'accord avec ça. Mais si vous réfléchissez un petit peu, vous allez y arriver. Et vous avez le droit de me proposer une solution plus simple. Mais quand je dis ça... c'est dur à trouver la proposition plus simple. Donc réfléchissez. Qu'est-ce qu'on aura d'autre, à part mon petit laïus sur le 90 du Mont Blanc, sur Stéphane Brognard? Tiens, on aura un autre nutritionniste qui va intervenir d'ici 2 semaines. C'est vrai qu'on a, depuis 2021, on a très souvent fait appel à Sébastien Diffenbrom. Eh bien, nous allons faire connaître, alors bon, il débute pas, hein, mais voilà, on va interviewer un autre nutritionniste. Bon, bien sûr, les visions sont quand même les mêmes, globalement, mais ce sera intéressant d'avoir un autre interlocuteur, même si Sébastien Diffenbrom reste tout à fait... le boss, mais voilà, c'est comme les coachs, quoi. Il n'y a pas un coach, il y en a plusieurs qui sont bons. D'ailleurs, on a fait pas mal de visio avec Thomas Lautier, ça a été très apprécié. Eh bien, nous allons aller visiter une autre structure de coaching, qui elle aussi se développe beaucoup, qui elle aussi est de plus en plus complète, exactement comme Thomas, pour apporter toujours... Et là, il y a une vision qui va être différente, pas dans l'entraînement, mais dans ce qui est proposé aux coureurs. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc ça arrivera dans 3 semaines. Et puis ensuite, il sera temps de réaliser ce que tout le monde attend. Vous l'attendez tous. Le J-60 UTMB. C'était un concept exceptionnel l'an passé. Ça a beaucoup plu. Alors c'est pas un podcast journalier, c'est 3-4 podcasts par semaine. Et l'an dernier, en fait, j'étais blessé. Donc, le J-60 UTMB était un espèce de film à suspense absolument fascinant, où au bout de 3-4 semaines, on comprenait que finalement la blessure était grave et handicapante. Au bout de 5 semaines, on se disait que j'allais jamais faire l'UTMB. Finalement, au bout de 6-7 semaines, on se disait, putain, mais en fait, il a pu se réentraîner, peut-être, Inch'Allah, ça va le faire. Et au final, l'UTMB a été réalisé, mais... Le suspense était entier, sur le fil du rasoir, c'était très intéressant, c'était passionnant, il y avait un côté psychologique et immersif absolument génial. Mais du coup, il a manqué quand même la base, c'est-à-dire un bel entraînement structuré, etc. etc. Et là, c'est ce que j'ai envie de vous faire vivre cet été. Si tout se passe bien, derrière, je pense que les années d'après, on fera d'autres concepts, mais là, j'ai vraiment envie de faire comme l'an dernier. Un reporting assez précis, parce que l'an dernier, c'est parti sur une blessure, et là, j'ai envie de vous amener sur une réussite, une masterclass d'entraînement jusqu'à l'UTMB. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je serai une nouvelle fois à Tignes, et je pense qu'il faut vraiment que vous deveniez des adultes, et que vous arrêtiez de me demander si j'ai des plans logement à Tignes. D'accord ? Tignes, c'est une ville où les appartements se vendent à plus de 15 000 € le mètre carré. Évidemment, je n'ai aucun plan logement. Tous les propriétaires là-bas n'ont qu'un seul but dans la vie, c'est vous louer leur appartement le plus cher possible. Donc moi, j'ai fait comme n'importe qui, je me suis rendu sur Airbnb et j'ai loué mon logement. D'accord ? Ça n'a rien de difficile, vous pouvez tous faire pareil. À partir du 1er décembre, je scrutais Airbnb parce que cette année, je voulais absolument les appartements qui sont dans le golfe. Pourquoi ? Parce que c'est des petits chalets et autour, il n'y a personne. C'est les meilleurs appartements de Tignes. Le problème, c'est que ça coûte 6 000 balles le mois. Ah oui, c'est un peu cher. Hein.
Mais, à un moment donné, je sais pas pourquoi, il y a un propriétaire, il a pété un plomb, il a mis une promo de 50%, non pas 50%, 40%, et j'ai chopé le truc pour 3600 € le mois. Bon, il y a 2 chambres lit double, donc c'est vrai que tu peux venir à 4, il y a un petit lit dans la mezzanine, donc en fait tu peux aussi être 5, donc ça divise bien sûr le coût, mais sachez qu'en dessous de 2000, voire 2500 le mois, vous avez rien du tout. 2000 le mois, ça doit être un studio. Voilà, j'ai pas de plan à vous partager. C'est une destination touristique. Vous pouvez pas dire ouais, je vais passer mes vacances d'été sur la Côte d'Azur. Est-ce que t'as un plan pas cher? Non, ça n'existe pas. Vous vous rendez pas compte du monde. Vous n'êtes pas seul à prendre ce genre de décision. Ouais, cette année, je vais à l'UTMB. Est-ce que t'as un plan pour loger dans Chamonix? Ben non. N'importe quel propriétaire va essayer de te la mettre bien profond, en te louant le truc le plus cher possible. Et en fait, même si moi j'avais un appart, je le loue 1000 € la semaine, pourquoi je te le ferais à 400 € en fait? C'est pourquoi je me priverais de... C'est un exemple que je donne comme ça. Mais pourquoi je me priverais de gagner 600 € parce que on s'est échangé 3 messages sur Instagram? Enfin, tu te rends compte un peu de ce que tu me demandes? C'est énorme. Donc ouais, faites vos recherches, essayez d'utiliser Internet pour faire autre chose que regarder des vidéos de chats sur Instagram. Devenez adulte. Voilà, ce sera plus rapide. Devenez adulte. Qu'est-ce qu'on avait d'autre après? Non, bah c'est tout. On va pouvoir attaquer le podcast. Alors, Paul. Qu'est-ce qu'elle me disait, Paul? Comment la FFA attribue-t-elle les championnats de France à la ZOB? Allez, fin du podcast. Je rigole, Paul. Y a-t-il des aides financières, oulala, matérielles ou humaines aux villes choisies? Ou au contraire, les villes doivent-elles payer une contribution pour être choisies? Qui décide du règlement? La FFA ou l'organisateur? Enfin, le niveau à l'Eurobar pourrait-il un jour accueillir un championnat de France? Et c'est une très très bonne question, vraiment, Paul. D'ailleurs, c'est amusant que personne ne soit trop penché sur le sujet. Donc je vais ouvrir une porte et on fera un podcast plus complet sur mon site internet avec, je l'espère, quelqu'un qui a déjà organisé les championnats de France et j'espère qu'il aura les cojones de nous livrer vraiment tout ce qu'il y a derrière l'organisation d'un championnat de France, parce que sachez que c'est très difficile. Et là, je ne vous parle même pas du championnat d'Europe de trail qu'a organisé Stéphane Agnoli avec la Max Iris en 2024. Vous pouvez faire, en termes de difficulté budgétaire, organisationnelle, x5 ou x10 pour les Europes. Donc imaginez ce qu'il a subi, et il a fait ça juste parce qu'il aime le sport. T'as rien à gagner, mais tout à perdre. Mais nous, on va parler des championnats de France. Alors, déjà, pour postuler à un championnat de France de trail, il faut, l'année d'avant, posséder un label FFA. Je sais pas s'il faut posséder l'or, mais voilà, or, argent ou bronze. En fait, pour posséder un label, vous devez faire venir l'année N des juges arbitres FFA qui vont noter tout un tas de critères. Donc je les ai, là, j'ai mon petit dossier. Donc le chronométrage, le respect de l'environnement, alors je sais pas trop comment ils notent ça. Le respect des règlements FFA, peut-être au niveau de la remise des prix, des catégories. Il faut un nombre d'arrivants suffisamment élevé, mais ça c'est pas, ça va, c'est pas fou. Voilà, il y a un petit truc à respecter, un petit cahier des charges, et vous avez le label or, argent ou bronze, l'année N+1. Donc évaluation l'année N, suite à votre demande, et l'année N+1, vous avez le label. Et donc quand vous avez le label, vous pouvez, l'année N+1, postuler pour N+2, et donc être éventuellement sélectionné pour organiser les championnats de France de trail. Donc vous êtes en train d'organiser une manifestation sportive, avec des distances cohérentes pour les championnats de France de trail. Eh bien, si vous vous réveillez et que vous vous dites « Ouais, moi j'ai envie d'organiser les championnats de France de trail », déjà vous partez
sur un horizon 3 ans. D'accord ? Donc ça se fait pas comme ça se fait pas à la zob. C'est-à-dire que là, je fais ma réunion de rentrée au TNR en septembre 2026. Et bien si je veux organiser des championnats de France de trail, j'aurai une évaluation sur mon année 2027, j'aurai un label sur mon année 2028, et je pourrais être championnat de France de trail en 2029. Ok ? Donc ça, c'est assez cohérent, ça permet de mûrir un peu le projet, etc., etc. Obtenir le label trail, donc j'ai le cahier des charges devant moi, c'est pas très difficile, mais néanmoins, ça rajoute des contraintes à l'organisateur. Et moi, je vois pour le trail Nivelles-Revard, en fait, je n'ai pas envie de m'ajouter des contraintes. C'est pour ça que je ne vais pas chercher le label or, argent ou bronze de la fédération, enfin de la FFA, parce que je n'en ai pas vraiment l'utilité. Ma course est déjà complète. Moi, comme je travaille à 100% et que j'aime bien faire un petit peu de sport, j'ai très peu de temps à accorder à l'organisation du trail Nivelles-Revard. Je suis à flux tendu, c'est une mobilisation extrême, donc si je peux m'épargner des contraintes, je me les épargne. Donc, pas de label sur le TNR. Mais effectivement, on pourrait, ce ne serait pas très difficile. Alors, maintenant pour les courses qui ont déjà le label, elles sont nombreuses, hein, vous avez la liste sur le calendrier fédéral. Eh bien, vous pouvez monter un petit dossier pour organiser les France. Je me suis procuré le dossier qui date un peu. C'est pas celui de cette année que le Trail du Ventoux a eu. Mais voilà, j'ai un dossier qui remonte à quelques années. Et en gros, quand on lit ce document qui fait quand même... putain, il fait combien de pages là ? 25 pages. Eh bien, on voit pas mal de choses, c'est intéressant. Donc la fédération en fait se repose quasi totalement sur un événement qui est déjà en place. Donc pour reprendre l'exemple du Trail du Ventoux, le Trail du Ventoux était déjà organisé de main de maître par Serge Olin et son équipe depuis plus de 20 ans. Et puis ils sont devenus donc championnats de France. Mais eux, ils ont quasiment organisé comme l'année d'avant. C'est-à-dire que la FFA délègue absolument tout. C'est le Trail du Ventoux qui a fait le dossier préfecture, qui a tracé les parcours, qui les a balisés, qui a géré les prestataires, chronométrage, speaker, voilà, qui gère les ravitaillements, qui gère l'installation du site, le nettoyage du site. Enfin, en tant qu'organisateur, quand vous êtes championnat de France, vous organisez tout pareil que l'année d'avant où vous étiez pas organisateur. Petit supplément, vous versez 5 000 € à la FFA. Voilà, c'est la première contrainte, 5 000 balles. En échange de ces 5 000 €, la FFA va quand même faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'elle va gérer toutes les médailles, tous les trophées des championnats de France. Et quand on voit le nombre de catégories récompensées, ça fait quand même un petit budget. Puis il y a tous les petits goodies, là, les tours de cou qu'on met aux 3 premiers, etc. Donc ça, c'est tout la FFA qui gère. Elle gère aussi elle vient avec ses propres bénévoles qui vont remettre les tours de cou à l'arrivée et puis les médailles sur le podium. Donc ça, l'organisateur, il fait pas. Elle va gérer les dossards aussi, ses propres dossards. C'est pour ça que vous avez toujours les mêmes dossards avec le partenaire de la FFA en ce moment, c'est Adidas et la Maïf. Voilà, vous avez ces deux partenaires sur le dossard, c'est eux qui gèrent les dossards. Ça, pareil, c'est un petit coût en moins pour l'organisateur, donc finalement, ça se décompte des 5 000 € qu'il a donnés. Les jurys et les bénévoles sont habillés par la FFA, hein. Là, il n'y a rien à donner par l'organisateur. La FFA amène l'habillement de l'épreuve. C'est-à-dire qu'au Trail du Ventoux, par exemple, vous aviez les épreuves open le samedi, qui se déroulaient avec les partenaires du Trail du Ventoux, c'est-à-dire le vieux campeur, etc., etc. Et le dimanche,
eh bien vous aviez une arche qui avait été montée par la FFA avec Adidas, avec la Maïf, avec les barrières, avec les panneaux, un petit peu comme sur un bail UTMB, on avait habillé le truc. Et puis la FFA, bien sûr, s'occupe de tout ce qui est gestion. Donc le Trail du Ventoux possède son site internet et continue à gérer son site internet, mais la FFA s'occupe de mettre sur son site le championnat de France à jour avec les modalités de celui-ci. Voilà, donc l'organisateur n'a pas de contraintes supplémentaires, simplement il lâche ses 5000 balles pour que la FFA puisse faire tout ce que je viens de vous décrire. Et également ces 5000 € servent un peu de frais de déplacement, parce qu'il y a quand même un petit peu de monde qui vient sur l'événement, de la part de la fédération, et même si c'est des bénévoles, faut quand même les loger, faut quand même les nourrir, donc voilà, c'est un petit peu compris dans le package. Est-ce que 5000 € c'est cher pour un trail du Ventoux? Je sais pas. Je vais prendre l'exemple de mon trail Nivolet-Revard, on pourrait largement se le payer. Voilà, pour nous, c'est une enveloppe qu'on pourrait tout à fait dimensionner. Même pas sûr qu'on ait besoin d'augmenter le prix des dossards, et si on l'augmenterait, ce serait d'1,50 € ou 2 €. Donc totalement anecdotique, et d'autant plus... Non, c'est tout. Ouais. Donc d'un point de vue purement organisationnel, vous voyez, c'est pas très compliqué, ça nécessite une petite enveloppe, et ça nécessite quand même des moyens humains, parce que tous ces gens de la FFA débarquent sur votre événement, ils le connaissent pas forcément, donc vous, il faut que vous ayez un coordinateur sur place, qui va faire le lien entre les spécificités de votre événement, et ce que veut faire la FFA autour. C'est très con, mais où est-ce qu'il se gare, où est-ce qu'on met l'arche, etc., etc. Des petits détails comme ça, mais il faut quelqu'un sur place qui fasse la liaison. Donc potentiellement, vous avez besoin d'un bénévole supplémentaire qui connaisse très très bien votre événement, un bénévole vraiment premium. Blablabla. Bla, 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 bla. Ah non, donc il faut rajouter un petit billet, donc l'organisateur doit prendre en charge 20 personnes et les loger de nuit. Donc, ouais. Voilà. Ça c'est un coût, pareil, qui est pas énorme. Après, il faut les nourrir sur place avec le repas coureur. Ça c'est pareil, c'est une petite ligne budgétaire à rajouter, mais c'est pas énorme. Mais c'est toujours l'organisateur qui paye, vous voyez, c'est toujours une petite contrainte de plus. C'est du bon sens, mais c'est toujours ce petit truc en plus. Alors pour les courses qui n'ont pas de gardiennage de nuit, c'est vrai qu'il faut en ajouter un. Donc là, pareil, petite ligne budgétaire de plus. Après, il y a beaucoup d'échanges en amont avec le comité technique de la FFA, donc gros temps d'échange à prévoir. Faut vraiment du temps, mais c'est normal, vous organisez un championnat de France, il y a des coups de fil à passer, des choses à régler, voilà. Je pense qu'en termes de temps, pour un organisateur, on peut faire x2 sur un championnat de France. Je vois ce que je fais pour le Trail Nivolet-Revard. Je vois comment sont organisés les championnats de France, parce que je m'y rends quand même depuis 2014. Je pense que oui, ça me demande le double du temps que j'y passe. Voilà, après il y a quelques règles sur le départ, etc. Mais ça, c'est bateau, ça se fait très bien. Voilà, des sas à dimensionner, mais ça, tous les organisateurs, tu mets 2 rubalises et un bénévole, voilà, ça se fait très très bien. Il n'y a pas de supplément. Voilà, il y a des petites modalités pour les classements, c'est des documents qui sont peut-être différents à éditer par rapport à certains chronomètres-heures, mais encore une fois, on a un cahier des charges et on répond aux questions, on le respecte, c'est pas très 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 important. Globalement, en fait, toutes les recommandations qui sont dans le cahier des charges de la FFA pour organiser un championnat de France, c'est des choses que font déjà les organisateurs de trail. Dans les organisations sympas, classiques, quoi. C'est vraiment
du bon sens partout. Au niveau de l'animation, il y a quelques recommandations, mais c'est assez vague. Après, vous avez juste le protocole de départ, surtout. Enfin voilà, on met pas une musique en faisant taper des mains à 3 secondes du départ. On part au coup de pistolet. Enfin voilà, il y a un petit truc un peu classique. C'est très simple. Encore une fois, c'est juste des points de règlement à appliquer. Il n'y a rien de... Et après, on en vient au problème principal. C'est qu'en fait, comme la FFA arrive avec ses propres partenaires, Adidas et la Maïf, et Iron, tiens, eh bien, vous pouvez pas afficher les vôtres. Par exemple, si vous êtes soutenu par ASICS sur votre course, vous pouvez plus mettre vos banderoles ASICS, vous pouvez plus mettre votre arche ASICS. Et ça, c'est un problème majeur. Parce que, du coup, le championnat de France peut pas être organisé sur n'importe quelle course. Je prends l'exemple du marathon du Mont Blanc, qui est actuellement soutenu par New Balance. À mon avis, il y a quand même un partenariat conséquent entre New Balance et le marathon du Mont Blanc. Donc si on voudrait faire les championnats de France au marathon du Mont Blanc, ce qui serait une masterclass absolue, eh ben ce point sponsoring va vraiment coincer. Après, il y aura un autre problème, c'est au niveau du monde, mais bon bref. Vous voyez, ce point sponsoring est très important à comprendre au Trail du Ventoux. C'est pour ça que vous avez eu des courses open le samedi avec l'habillage Trail du vieux campeur, enfin le vieux campeur, et les courses championnat de France le dimanche avec l'habillage Adidas. C'était pour essayer de faire cohabiter deux sponsors. Et je trouve que ça a été très intelligemment fait par Serge Jolin et son équipe. Mais vous voyez, c'est compliqué. C'est un point de règlement qui est compliqué. Voilà, après, je finis le lien brièvement, mais c'est un petit peu de détails. Donc, si on résume, voilà, vous avez un investissement de 5 000 € à faire, ce qui n'est pas... Ça représenterait même pas 10% du budget du TNR, donc voilà, c'est de l'argent qu'on peut trouver. Vous avez un investissement en temps qui est supérieur à ce que vous faisiez par le passé quand vous n'étiez pas champion de France, mais ça tombe sous le sens. Donc voilà, c'est du boulot en plus. Donc forcément, c'est des choses que moi, par exemple, j'ai pas envie de faire, parce que j'en ai pas la capacité en termes de temps, mais ça peut s'envisager. Par contre, maintenant, j'aimerais en venir à ce qui, je trouve, gâche un peu l'événement championnat de France, c'est qu'on ne produit pas des masterclass absolues. En fait, la FFA se repose sur un événement qui existe déjà, impose un cahier des charges qui permet d'avoir une organisation correcte, fédérale, carrée et reproductible d'une année sur l'autre, où on retrouve des éléments graphiques communs et un déroulé de la manifestation commun. Mais elle impose pas... par exemple, on pourrait imposer Lifetry. Alors, c'est un peu délicat, c'est une entreprise privée, mais... Vous voyez, Lifetry, c'est le seul chronométreur qui propose une application sur téléphone. Et ça, je veux dire, ça fait une énorme différence auprès du public. La FFA devrait également imposer un certain nombre de points de contrôle, avec un suivi sur une application téléphonique. C'est quelque chose où les suiveurs, parce que là pour l'instant on organise un peu à l'ancienne, les suiveurs sont mis de côté. Il n'y a rien qui est fait pour enjoliver. C'est-à-dire que d'un point de vue sportif, le championnat de France est excellent. C'est très bien organisé, parce qu'on se repose sur une organisation qui a les reins solides, on ajoute l'habillage FFA, on a des bons coureurs au départ, donc ça c'est top. Mais d'un point de vue du spectateur, du suiveur, il n'y a rien qui est fait pour l'instant. Alors qu'on est en 2026, les choses ont évolué, les gens aiment bien se rendre sur le parcours quand ils habitent pas très loin, ils aiment bien suivre à distance. Alors il y a des petits lives qui sont proposés avec TV8 Mont Blanc, la retransmission sur l'équipe l'an dernier, mais sur l'équipe, alors déjà les images sont ce qu'elles sont, parce que le réseau sur le terrain n'est pas forcément celui qu'on aimerait avoir, mais ils ont mis des commentateurs qui n'étaient pas des spécialistes du trail. Et le trail est une communauté de gens passionnés, qui sont quand même très au fait de ce qui se passe dans leur communauté. Et là, les commentateurs, quand vous les écoutiez, c'était un peu, je vais pas dire choquant, parce qu'il n'y avait rien de grave, mais il y avait un groupe de têtes qui se détachait, 6 personnes fantastiques, un Rémi Brassac dans la forme de sa vie qui était l'outsider et qui allait débouter tous les favoris,
Et en fait, il nous parlait de François Den, qui était pas sur l'événement, et qui a pas participé au championnat de France depuis je sais pas quand, et qui a peut-être même jamais participé. Là, il y a un problème. Donc cet aspect suivi est un peu mis de côté. Donc vous voyez, sur le chronométrage, on n'insiste pas trop pour que les gens suivent. Sur les retransmissions live, on s'occupe pas trop de qui les commente. Vous auriez mis Nicolas Martin, ça n'avait rien à voir. Et vous pouvez, donc là je m'adresse par exemple à l'équipe, vous pouvez garder votre journaliste maison, mais il faut absolument l'associer à un consultant qui connaît la discipline, donc à un coureur. C'est pour ça que je cite Nicolas Martin. Mais vous pouvez aussi penser à votre bon duc. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui manque selon moi ? Ouais, c'est toutes les petites fioritures qui sont autour. Alors, si on les rajoute dans le cahier des charges, forcément, ça devient monstrueux à organiser pour une organisation amateur, ou alors il faut vraiment beaucoup de budget, c'est compliqué. Mais est-ce que on ne pourrait pas dire aussi, voilà, quand on organise un championnat de France, la manifestation est plus facilement éligible aux subventions publiques. Parce que en trail, les subventions publiques, c'est un peu bizarre. Il y en a qui en ont beaucoup. Je pense à l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, qui touche quand même 300 000 € de la part de je sais plus quel organisme d'État, mais qui est plus ou moins géré par Eric Ciotti. Donc pour Eric Ciotti, on peut enlever les 600 000 € de subventions qu'on donne à l'UTMB, mais on continue à donner 300 000 € à l'UTCAM. Bon, c'est un peu bizarre. Je me demande d'ailleurs ce qu'ils font avec. Parce que le budget du Trail Niveau Rovar, c'est 60 000 €. Je me demande comment on arrive à 300 000 pour une course qui propose des formats ultra, mais en termes de participants, et pour avoir mis un peu les pieds sur l'événement en off, je vois pas comment on arrive à faire x5, mais bon, pourquoi pas. On pourrait presque supposer qu'il y a des amis d'Eric Ciotti qui peuvent bénéficier d'argent public, mais oulala, ce serait faire des conjectures absolument atroces, à la limite du complotisme, voire de la diffamation. Donc je ne m'y risquerai pas, même si, je rappelle, que ce podcast est humoristique et qu'on y applique ici sans arrêt de la satire. Voilà, je ne franchirai pas ce pas qui m'imposerait du conditionnel. Donc voilà. Pour te répondre, Paul, très simplement, comment la FFA attribue-t-elle les championnats de France ? Eh bien, par rapport à des courses qui sont déjà labellisées, qui ont fait les efforts depuis 2 ans et qui ont rempli les différents cahiers des charges. Y a-t-il des aides financières ? Non. Y a-t-il des aides matérielles ? Oui, mais parce que tu as donné 5 000 €, donc au final, c'est pas une aide, c'est une compensation. Y a-t-il une aide humaine ? Oui, mais encore une fois, parce que tu as donné 5 000 € et beaucoup de ton temps. Voilà, donc ça travaille main dans la main, mais l'organisateur va quand même prendre une cartouche en termes de temps et d'argent. Les villes doivent payer une contribution pour être choisies ? Non, pas du tout. Les villes n'ont rien à voir là-dedans. Parce que l'organisateur est vraiment le seul interlocuteur avec la fédération. Alors, qui décide du règlement ? Ça, c'est amusant. Parce que, donc, la FFA a son règlement sur les championnats de France. Mais l'organisateur peut rajouter des petits trucs supplémentaires, bien sûr, au niveau du matériel obligatoire, par exemple. La FFA ne peut pas imposer de partir avec seulement un coupe-vent si l'organisateur dit non, il faut un pantalon de survie, etc. Donc voilà, Paul. C'est du boulot en plus. C'est pas insurmontable. Mais il faut bien réfléchir avant de se lancer dans l'aventure parce que il y a une très grosse responsabilité. Déjà, organiser une course, c'est une grosse responsabilité. Moi, au Trail Niveau Rovar, j'ai 1800 personnes qui viennent. J'ai pas envie de rater mon organisation parce que je sais que ces gens-là ont prévu leur week-end, ont dépensé un peu d'argent pour faire la route, pour acheter le dossard, pour se loger, et qu'ils se sont entraînés en amont pour participer à l'épreuve, donc ils ont investi aussi du temps là-dedans. Donc il y a déjà de la pression quand on organise un trail, mais quand on organise un championnat de France, c'est le degré au-dessus. Je voudrais revenir maintenant, Paul, si tu me le permets, aux éditions précédentes.
du championnat de France de trail. En 2022, c'était du côté de la Pastourelle. C'était mi-mai, et la Pastourelle, même si c'est très beau, très sympa, un trail magnifique, c'est quand même assez loin pour tout le monde. Et la Pastourelle avait lieu mi-mai pour des championnats d'Europe de trail aux îles Canaries en juin, fin juin, je crois, mais je me souviens pas bien. C'était pas mal, mais c'était pas encore les championnats de France comme on les voit maintenant. Et en fait, en 2023, un cap a été franchi au trail de la Cité de Pierre. Alors tu me diras, ouais, c'était vers Millau, c'est difficile d'accès aussi. Mais la date était très bonne, puisque pour la première fois, c'était en début d'année, en mars, sur des formats de 31 km et 60 km, trail court et trail long. Et donc la quasi-totalité des coureurs avaient pu, sauf vraiment ceux qui habitent au fin fond des Alpes et qui font beaucoup de ski de rando, mais la quasi-totalité des coureurs avaient pu se préparer tout l'hiver et venir se batailler sur ces formats-là, ce qui avait donné lieu à des championnats de France extrêmement denses par rapport aux autres années. On a toujours eu des très beaux champions sur les championnats de France, mais là on avait une densité folle en 2023 au trail de la Cité de Pierre. Ce championnat de France était en mars et les championnats du monde étaient en juin. Donc on a pu faire des sélections sur ces championnats de France et après tout le déroulé fédéral avec stage, etc. avant les championnats du monde. En 2024, le même scénario s'est reproduit, c'est-à-dire que les championnats de France ont eu lieu dans la Drôme fin mars, début avril, et les championnats d'Europe étaient fin mai, début juin. Donc il y avait un laps de temps un petit peu plus court entre les deux, et du coup on a fait une sélection un petit peu plus large à la Drôme, et encore une fois, ça a été une belle réussite. Maintenant, quand on parle de la Cité de Pierre et du trail Drôme, il y a un problème qui a sauté aux yeux de tout le monde. C'est des très belles organisations, il n'y a pas de problème. C'est vraiment super sympa, le coin est très beau, les parcours sont très beaux. Mais c'est des organisations que je qualifierais de minimalistes, parce qu'il ne faut pas y voir un côté péjoratif. C'est un attribut, c'est une catégorie. C'est-à-dire que quand vous allez au trail de la Cité de Pierre, vous y allez pour faire un très beau parcours, dans des lieux mystiques, très peu empruntés. Vous avez un ravitaillement de qualité, vous avez un chronométrage qui fonctionne. Voilà. Mais il n'y a pas tous les bibelots autour. Il n'y a pas un écran géant qui retransmet. Bon, il y avait un petit bout de live, mais bon, le réseau autour des causes, c'est pareil, il lâche un peu. Enfin, Et par contre, en 2025, c'est Val d'Isère qui a organisé les championnats de France de trail. Alors là, forcément, c'est pas les mêmes budgets, le club des sports de Val d'Isère. Donc là, on pouvait se permettre des écrans géants, des choses un peu plus adaptées pour les spectateurs. Vraiment, c'est l'emballage papier cadeau. Le cadeau était bon. Trail de la Cité de Pierre, magnifique cadeau. Trail Drôme, magnifique cadeau. Très bien. Mais l'emballage laissait à désirer. Par contre, du côté de Val d'Isère, quand vous regardez le prix de l'immobilier là-bas, vous comprenez que ce sont globalement des gens riches. Et bien là, on avait du budget pour faire un bel emballage de papier cadeau autour. Et ça, c'est difficile parce que si on force les organisations à avoir ce budget extrêmement élevé pour finalement juste l'emballage papier cadeau, bah vous allez vachement restreindre les possibilités d'organisation des championnats de France. Au Trail du Ventoux, on est retombé justement sur ces parcours un petit peu mythiques, comme au Trail Drôme, comme à la Cité de Pierre, des trucs très beaux, très rugueux, très authentiques. Et pareil, l'emballage papier cadeau autour était un peu moins développé, notamment au niveau du suivi chrono. C'était quand même un problème. Alors qu'à Val d'Isère, par exemple, on avait Live-Trail. Voilà. Sachez que Live-Trail, d'ailleurs, se repose sur des chronométreurs locaux, entre guillemets. Donc, vous pouvez tout à fait avoir un chronométreur de votre région qui rebalance les résultats sur Live-Trail, en fait. Vous n'êtes pas obligé... je vois, par exemple, donc l'an prochain, ce sera à Guerlédan, en Bretagne. D'ailleurs, c'est ce week-end, le trail de Guerlédan, donc ça va être une
répétition. Ça va être magnifique. C'est un trail qui est connu et reconnu en Bretagne, et donc qui est totalement légitime pour accueillir le championnat de France. Le parcours sera forcément différent d'un Ventoux où c'était une longue montée, différent de Val d'Isère où c'était l'altitude, différent de la Drôme où c'était des petits sentiers fuyants, différent d'une Cité de Pierre où on était sur les causses, mais il va proposer ses propres difficultés, et à la fin, vous inquiétez pas, il n'y aura pas un peloton qui va arriver au sprint. Et la Bretagne, je sais pas, est-ce qu'ils se sont mis sur Live Try ? Je sais pas. Mais ça pourrait être intéressant, d'autant plus qu'ils ont des chronométreurs en Bretagne, je me rappelle plus le nom exact, qui passent par Live Try, donc ça peut être fait. Après, c'est sûr que c'est un coût, hein. Non, ils se sont pas mis sur Live Try, Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire dessus ? Oui, ce que je voulais faire remarquer, c'est que cette année, le PPS est devenu payant. Donc 5 € par coureur, j'avais déjà fait un podcast là-dessus. Ça a permis à la Fédération française d'athlétisme, grâce, alors certes aux coureurs sur route, mais grâce aussi aux coureurs de trail, d'empocher sur l'année 2026 entre 5 et 10 millions d'euros, ce qui est quand même une somme. Et en fait, cette somme va servir à combler le trou de la FFA, donc je l'avais détaillé sur un podcast précédent, puisqu'il y avait eu un petit peu de corruption, et c'est vrai que dans les comptes, il y avait quelques millions d'euros qui avaient étrangement disparu. J'invente rien, j'avais lu un article de l'équipe à ce sujet, donc voilà. Vous n'aviez qu'à écouter mes podcasts précédents, je n'y peux rien. Si vous avez manqué l'information, c'est que vous ne souhaitiez pas vraiment vous informer, puisque je rappelle que je fais des podcasts et il y a beaucoup plus d'informations sur mon site duc-army.fr. À un moment donné, si vous voulez l'info, vous pouvez la trouver. Et je pense qu'avec ces 5 à 10 millions d'euros qui ont été remis dans les caisses, les trailers mériteraient de voir un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on s'est tous fait ponctionner de manière arbitraire 5 € pour le PPS. D'ailleurs, l'an prochain, ça peut passer à 7 €, ça peut passer à 10 €. Vous êtes pieds et poings liés à ce PPS. Eh bien, il serait de bon ton que la FFA en réinvestisse une petite partie sur les championnats de France. C'est-à-dire que peut-être chaque année, la FFA devrait dégager un budget de 50 000 €, 100 000 € pour embellir et enjoliver le championnat de France. Ainsi, l'organisateur se concentrerait sur l'organisation de son trail, réaliser un joli cadeau, et la FFA arriverait avec son budget supplémentaire de 50 à 100 000 € pour enjoliver le tout. Je pense aussi qu'il faut mettre des primes de course. Aujourd'hui, vous avez des coureurs qui sont professionnels, alors c'est très rare en France, il y en a 5 ou 6, mais vous avez beaucoup de coureurs qui sont semi-professionnels. Ça se développe de plus en plus. Et ces gens-là, ils sont pas insensibles à des primes financières sur des trails. Ça les aide beaucoup, puisque ce sont des gens qui se payent très très peu. Encore une fois, j'ai publié un article sur duc-army.fr qui parle de l'argent dans le trail. C'est un article qui a été vu nulle part ailleurs. Je le publie sur mon site avec des vrais chiffres. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commentent une vignette sur Instagram. Et ils s'abonnent pas. Et ils pensent qu'ils se sont instruits et qu'ils ont eu l'information. Vous êtes des veaux. Donc voilà. Et avec cet argent supplémentaire, je pense également qu'on pourrait organiser un championnat de France sur des épreuves type ultra trail. Alors ça arriverait un petit peu en concurrence du circuit bas UTMB, c'est vrai, mais ça pourrait être intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a des trails courts sur des épreuves, des temps d'effort. Dans la Drôme, c'était 1h30. Au Ventoux, c'était 2 heures. Voilà, des efforts autour de 2 heures. Le trail long, là, c'était des efforts de 4 heures. Alors pour moi, il faut que le trail long soit un peu plus long. Il faudrait aller à 6-7 heures d'effort. Et pour l'ultra, on pourrait faire des épreuves de 14-15 heures d'effort pour le premier. Ça pourrait être pas mal. Et ça, on peut le développer avec une petite partie de l'argent ponctionné sur les trailers via le PPS. Parce que là, l'argent qui a été ponctionné au trailer via le PPS, il part pour combler le déficit d'autres disciplines.
dont nous, les trailers, ne sommes absolument pas responsables. Voilà. C'était mes remarques sur l'organisation d'un championnat de France de trail. Je pense que ça a été assez mesuré. Il y a eu des points positifs, des points négatifs. Et rappelez-vous que même quand ça fonctionne pas, quand il y a un problème, vous pouvez pas dire « ouais, c'est la faute de la FFA »,« ouais, c'est la faute de l'organisateur », parce que l'immense majorité des gens sur ces événements sont des bénévoles. De temps en temps, il y a un organisateur qui est professionnel, mais autour de lui, c'est des bénévoles. De temps en temps, il y a des salariés de la FFA qui viennent, mais il y a aussi des bénévoles de la FFA qui viennent. Souvent d'ailleurs, des personnes âgées, qui sont des passionnés, qui se pèlent le cul derrière la ligne d'arrivée s'il fait froid, qui se mangent un soleil du diable derrière l'arrivée quand il fait chaud. Donc soyez mesurés dans vos propos quand il y a des choses qui se passent mal sur les courses. Déjà parce que ça fait plaisir à personne quand il y a un problème. Et même si vous êtes au cœur de la tempête, au cœur de ce problème, bah ça n'est finalement que du sport et ça ne vaut pas vraiment le coup de se brouiller avec des gens qui ont donné du temps pour que vous puissiez courir et assouvir une pulsion égoïste d'hommes riches du 21e siècle. Allez, je vous laisse là-dessus. Et rendez-vous vendredi sur mon site duc-army.fr pour passer sur toute autre chose avec un petit point entraînement sur le 90 km du Mont Blanc. Salut. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast de toute Savoie. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au Duc tu feras.